Que se passe-t-il réellement à l'intérieur d'un camion poubelle lorsque les déchets disparaissent en quelques secondes? Que se passe-t-il là-dedans que personne ne voit et comment parvient-il à compresser des tonnes de déchets sans se casser ni s'arrêter? C'est quelque chose de quotidien. Le camion soulève un conteneur, renverse son contenu et en un instant, tout disparaît à l'intérieur du véhicule avec un bruit métallique inimitable. Des milliers de personnes le regardent chaque jour, mais presque personne ne sait ce qui se passe après ce moment. Pendant que la ville dort, le camion s'arrête. Le mécanisme s'active, le conteneur se lève avec précision hydraulique et les déchets tombent dans un compartiment qui semble les absorber sans résistance. De l'extérieur, tout se passe si rapidement que le processus est difficile à suivre, comme si l'intérieur n'était qu'un simple espace vide qui se remplit. Mais ce n'est pas le cas. Dans un camion poubelle, il existe une combinaison surprenante d'ingénierie lourde, de trémies et de plaques compactrices, de lames qui empêchent les retours en arrière et de pistons hydrauliques capables d'appliquer d'énormes forces. Tout est intégré dans une caisse intérieure conçue pour supporter des pressions élevées sans se déformer. Une machine qui travaille en temps réel tout en avançant dans la ville et en traitant des déchets de toutes sortes. Et pourtant, le processus ne commence pas par la compactation. Avant que tout mécanisme n'entre en action, les déchets doivent tomber dans un premier espace critique, l'antichambre de tout le système. Quel est le premier endroit où tombent les déchets lorsqu'ils entrent dans le camion et quel mécanisme déclenche réellement tout le processus? Tout tombe d'abord dans une zone ouverte qui reçoit l'impact initial, un espace conçu pour absorber le choc, organiser le volume et préparer le mouvement suivant. Cette zone est la trémie, le point où le processus interne commence réellement et où tout ce qui arrive du conteneur trouve sa première limite physique. À première vue, cela ressemble à un simple caisson métallique, mais sa conception est beaucoup plus sophistiquée. La trémie est composée de parois renforcées capables de supporter des chocs constants, l'impact d'objets durs et des chutes irrégulières. Sa géométrie n'est pas arbitraire. Elle est calculée pour que les déchets se déplacent vers le fond, évitant les accumulations dans les coins et réduisant le risque de blocage. De plus, elle est isolée du reste de la caisse principale, car sa fonction est de recevoir et de doser les déchets, pas de les stocker. Lorsqu'un conteneur est soulevé et renversé, les déchets tombent dans la trémie mélangée à du plastique, du verre, des restes organiques, des métaux, du carton, des branches et d'autres objets inattendus pouvant apparaître à chaque collecte, de sorte que la trémie doit supporter cette hétérogénéité en absorbant le choc initial et en répartissant la charge pour que le mécanisme suivant puisse agir en toute sécurité. Elle sert également de zone d'attente pendant que le camion compacte la charge précédente car elle maintient temporairement les déchets récemment arrivés pour ne pas interrompre le flux de travail. Au même endroit, la sécurité devient critique, car par sa nature, la trémie est l'un des endroits les plus dangereux du véhicule et l'opérateur ne doit jamais s'en approcher lorsque le camion est en fonctionnement. C'est précisément à cause de ce risque que des interrupteurs, barrières et systèmes de verrouillage empêchent le mécanisme de compactage de s'activer s'il y a une présence humaine dans la zone. Un ensemble de mesures conçues pour éviter les pièges et les accidents pendant l'opération quotidienne. Mais toutes les trémies ne sont pas identiques, car selon le type de camion, elles adoptent des formes et des fonctions légèrement différentes. Dans les modèles à chargement arrière, elle est basse et large, conçue pour recevoir des déchets à la fois manuellement et via des conteneurs standards. En revanche, la version à chargement latéral automatisé est plus haute et s'adapte aux bras robotisés qui manipulent les conteneurs. Celle à chargement frontal est profonde et robuste, capable d'accepter de gros volumes provenant de conteneurs industriels qui se lèvent au-dessus de la cabine. Mais au-delà de ces différences externes, le comportement interne de la trémie suit le même schéma, car quelques secondes après avoir reçu une charge, les déchets se répartissent de manière irrégulière, certains éléments tombant en bloc et d'autres roulant vers les côtés. Il n'y a pas encore de compactage, mais l'ordre du système se perçoit déjà, tandis que chaque charge s'installe et attend le mouvement suivant de la machine. Et c'est précisément dans cette pause que le camion n'agit pas immédiatement, car la trémie doit accumuler les déchets au bon endroit pour que le mécanisme suivant les pousse avec force et précision. Lorsque cet équilibre est atteint, la fonction de la trémie se termine et le système change de phase. La pièce clé, qui pousse les déchets vers la caisse intérieure, entre en jeu et transforme la charge chaotique en un bloc compressé qui se déplace le long du camion. Là commence le véritable travail du système. Si les déchets tombent dans la trémie, comment le camion parvient-il à les pousser à l'intérieur et à les compacter sans se bloquer ni rien casser?
La réponse réside dans le mouvement qui commence juste là et dans la façon dont la plaque avance depuis le fond de la trémie, une surface métallique articulée qui transforme la masse irrégulière de déchets en un bloc compact capable de se déplacer sans se bloquer à l'intérieur du véhicule. Chaque fois qu'elle s'active, elle met en marche le mouvement qui donne un sens à toute la machinerie intérieure. Ce niveau d'effort explique pourquoi la plaque compactrice est conçue pour supporter d'énormes forces, car il ne s'agit pas d'un mouvement léger, mais d'une pression constante appliquée sur des matériaux irréguliers, tels que sacs, restes organiques, bois et emballages métalliques. Pour cela, elle est renforcée avec de l'acier épais, des articulations robustes et un système hydraulique capable de la déplacer avec une précision millimétrique. Son avancée n'est pas brutale, mais contrôlée, car elle doit compacter sans compromettre le mécanisme lui-même. Ce mouvement ouvre la voie au cycle de compactage, une séquence répétitive mais coordonnée avec exactitude dans laquelle la trémie reçoit d'abord les déchets. Et, lorsque le système détermine que la quantité est suffisante, la plaque commence à avancer, poussant les déchets vers l'intérieur et les obligeant à passer par un espace plus étroit où se produit la première phase de compression. Ensuite, elle complète le parcours en déplaçant la charge vers la caisse intérieure du camion et, une fois que le matériau est passé derrière ou en dessous de la plaque selon la conception du modèle, celle-ci recule jusqu'à son point initial, prête à recevoir la prochaine série de déchets. Pour que cette avancée ne soit pas perdue, l'un des éléments les plus ingénieux du système est constitué des lames ou boucliers anti-retour. Ce sont des pièces métalliques placées stratégiquement à la frontière entre la trémie et la caisse intérieure, et elles fonctionnent comme des portes qui permettent aux déchets d'avancer mais pas de reculer. Lorsque la plaque pousse le matériau, elles s'ouvrent légèrement pour le laisser passer, puis reviennent en position, bloquant tout mouvement dans le sens inverse, grâce à quoi chaque cycle de compactage ajoute plus de matière au bloc intérieur sans risque qu'elle retourne dans la trémie. Éviter les blocages est une priorité absolue et le compactage n'est pas toujours uniforme, car chaque charge de déchets est différente, de sorte que la trémie et le système de poussée sont conçus pour diriger le matériau vers la zone où la pression peut s'appliquer avec le plus d'efficacité. Pendant que les déchets durs se brisent ou se réorganisent sous la pression, les déchets mous se déforment et les déchets humides se compactent, formant des couches plus denses. Cette capacité d'adaptation permet au camion de traiter des milliers de kilos sans s'arrêter. Mais compacter n'est que la moitié du processus. Une fois que les déchets traversent le compacteur, ils atteignent la caisse intérieure du camion où ils doivent s'organiser, supporter le poids des nouvelles charges et se déplacer avec stabilité pendant tout le trajet. Une fois que les déchets traversent le compacteur, que se passe-t-il à l'intérieur de la caisse du camion et comment tout ce matériau compressé s'organise-t-il? En franchissant cette dernière barrière, le matériau entre dans la caisse intérieure du camion. Un énorme tunnel de pression conçu pour accumuler, déplacer et maintenir comprimé tout ce qui arrive depuis la trémie. Ce n'est pas un simple dépôt vide ni un conteneur improvisé, mais une structure renforcée construite pour supporter les chocs, la friction constante, les charges irrégulières et la pression générée tout au long du parcours. À l'intérieur, elle est fabriquée avec des tôles d'acier haute résistance et des renforts latéraux qui évitent les déformations. Et sa forme n'est pas fortuite mais conçue pour guider l'avancement du matériau compacté et le maintenir stable même lorsque le véhicule circule sur des terrains irréguliers ou effectue des manœuvres brusques. Ces panneaux, nervures et courbes intérieures favorisent le mouvement longitudinal des déchets vers l'avant du camion. Une fois à l'intérieur, les déchets ne sont plus un mélange chaotique mais un bloc compressé qui se déplace progressivement et, à chaque cycle de compactage, avance vers l'avant, s'unissant au bloc précédent comme des couches successives dans le tunnel, tandis que le processus continue jusqu'à ce que la caisse soit complètement remplie et exploite chaque centimètre de l'espace disponible. Ce bloc compressé est celui qui détermine la répartition du poids à l'intérieur de ce tunnel et pourquoi il est crucial pour la stabilité du camion. Au fur et à mesure que la charge avance, elle s'accumule contre la paroi avant ou contre un front mobile, selon le modèle. Pour que ce déplacement reste constant, l'un des grands défis est d'éviter les blocages. Les surfaces internes de la caisse sont lisses et, dans certains modèles, intègrent des traitements qui réduisent l'adhérence des déchets humides. Le sol peut avoir une légère inclinaison qui facilite le déplacement des liquides vers un point de drainage,
tandis que le mouvement continu du compactage aide à déchirer les sacs, plastiques et restes organiques, évitant la formation de blocs rigides qui arrêteraient le processus. Dans ce contexte, apparaissent également des objets difficiles à manipuler, allant de longues pièces de bois à des éléments métalliques ou de petits meubles qui mettent le système à l'épreuve, bien que la conception intérieure elle-même et la pression du compacteur suffisent généralement à les déformer, fragmenter ou repositionner sans interrompre le flux de compactage. Cela démontre clairement à quel point la caisse intérieure est conçue pour faire face à une immense variété de matériaux. Et au milieu de tout ce mouvement, de toute cette force silencieuse qui déplace des tonnes de déchets le long du tunnel, entre en jeu un mécanisme caché qui travaille sans relâche derrière chaque poussée. Alors, d'où le camion tire-t-il la force nécessaire pour déplacer des tonnes de déchets et les maintenir compressés tout au long de la journée? Cette force provient du système hydraulique du camion, la véritable origine du mouvement qui actionne le compacteur et déplace des tonnes de déchets le long du parcours. Sans lui, la plaque compactrice serait incapable d'avancer, ne serait-ce que de quelques centimètres. Avec son aide, le camion peut comprimer des matériaux hétérogènes, casser des objets durs et maintenir un rythme de travail constant pendant toute la journée. En termes pratiques, un système hydraulique utilise un fluide sous pression pour générer un mouvement. Lorsque ce fluide atteint une pression élevée, il transmet la force de manière uniforme à travers des tubes, des tuyaux et des chambres, ce qui permet de déplacer de gros composants avec une précision surprenante. C'est pourquoi il est utilisé dans la machinerie lourde, car il combine puissance, contrôle et fiabilité dans un espace réduit. Pour que tout ce processus fonctionne avec précision, les composants principaux du système hydraulique du camion travaillent ensemble comme une chaîne parfaitement coordonnée, en commençant par la pompe hydraulique, entraînée par le moteur du véhicule, qui est chargé de générer la pression initiale. Cette pression est stockée dans un circuit fermé rempli de fluide hydraulique, contenu dans un réservoir qui maintient le système toujours prêt. De là, la pression est envoyée aux pistons hydrauliques, les éléments responsables de déplacer la plaque compactrice vers l'avant et vers l'arrière. Pour maintenir le système sous contrôle, les vannes et distributeurs régulent la direction et le débit du fluide, ajustant l'intensité du mouvement et évitant les surpressions qui pourraient endommager le système, tandis qu'un réseau de tuyaux haute résistance connecte tous ces composants et supporte les vibrations, les températures élevées et les contraintes constantes. Avec tout ce circuit déjà prêt, le processus de compactage commence lorsque le moteur actionne la pompe. Celle-ci pressurise le fluide et l'envoie vers les pistons. À la réception de la pression, les pistons avancent, poussant la plaque compactrice avec une force énorme. Une fois le parcours terminé, les vannes inversent le flux du fluide et les pistons reculent, ramenant la plaque à sa position initiale. C'est ce même mouvement qui montre à quel point la relation entre l'hydraulique et le compactage est absolue, car sans la puissance générée par les pistons, la plaque ne pourrait pas vaincre la résistance des déchets compactés ni les pousser à l'intérieur de la caisse. À partir de là, la pression du système s'ajuste en continu à la résistance de la charge, appliquant plus de force lorsque le matériau est plus dense et réduisant l'effort lorsqu'il rencontre moins d'opposition. À chaque cycle répété apparaît également le véritable défi, car toute cette puissance se trouve à quelques centimètres des personnes travaillant à côté du camion, si bien que la sécurité n'est pas optionnelle et devient une partie essentielle de la conception. Si un système aussi puissant fonctionne si près du personnel, comment garantir que tout fonctionne sans mettre en danger son intégrité? Pour qu'un système aussi puissant puisse travailler à proximité de l'opérateur sans le mettre en danger, les camions poubelles intègrent différentes couches de sécurité conçues pour anticiper, détecter et éviter les accidents. Tandis que le compacteur applique des tonnes de pression, des personnes travaillent à quelques mètres. Et c'est pourquoi la sécurité n'est pas un ajout, mais fait partie intégrante de la conception elle-même. Le premier niveau de protection commence à l'extérieur du camion, dans la zone arrière où se fait le chargement des déchets et où des signaux visibles délimitent la zone de sécurité pour indiquer clairement jusqu'où l'opérateur peut s'approcher. Avant que tout cycle de compactage ne commence, l'accompagnant doit toujours se placer en dehors de ce périmètre car c'est le premier geste qui maintient la distance entre la personne et la machine en mouvement. À partir de là, d'autres avertissements entrent en jeu pour renforcer cette prévention. Les camions intègrent des feux clignotants et des signaux sonores qui s'activent automatiquement lorsque le système hydraulique entre en fonctionnement. Les rambardes et poignées placées sur les côtés et à l'arrière aident l'opérateur à rester stable lors du déplacement du véhicule et réduisent le risque de chute lors des manœuvres.
Au-delà de ces signaux visibles, le deuxième niveau de sécurité se trouve à l'intérieur du système lui-même et s'active sans que l'opérateur ait à intervenir directement. Ainsi, les camions modernes sont équipés d'interrupteurs d'arrêt qui stoppent le compacteur dès que la trappe arrière est ouverte ou qu'une position anormale est détectée. Tandis que les capteurs de pression identifient les blocages dans la trémie ou dans la caisse intérieure et arrêtent le cycle avant que la machine n'essaie de forcer un mouvement qui pourrait endommager le camion ou mettre l'opérateur en danger. De plus, les vannes de sécurité du circuit hydraulique empêchent la génération d'une pression excessive et les commandes nécessitent une séquence spécifique pour que le compacteur s'active, empêchant tout démarrage accidentel. En parallèle de ces protections automatiques, les protocoles du personnel sont tout aussi importants et font la différence dans le travail quotidien. C'est pourquoi l'opérateur ne doit jamais s'approcher de la trémie lorsque le système est actif, et il est obligatoire de vérifier visuellement qu'aucune personne ne se trouve dans la zone à risque avant de commencer le compactage. En même temps, la communication entre le conducteur et l'accompagnant reste constante grâce à des signaux de main, des gestes clairs ou de courtes phrases qui assurent que les deux soient coordonnés. Tout fait partie d'une routine nécessaire, surtout parce que le rythme de travail est généralement rapide, notamment dans les zones urbaines où le camion effectue des dizaines d'arrêts par heure. C'est là que l'on comprend pourquoi la sécurité doit être si stricte, car les déchets sont imprévisibles et peuvent inclure des objets tranchants, des pièces lourdes, des déchets organiques glissants ou des éléments métalliques qui rebondissent fortement en tombant dans la trémie. C'est pourquoi la machinerie doit agir avec puissance et vitesse, mais toujours sous contrôle, surtout si l'on considère que les opérateurs travaillent très près du système pendant de longues journées. Mais cette sécurité ne se limite pas aux règles ou aux mécanismes isolés, elle finit par façonner la manière dont l'équipe travaille à chaque arrêt. Elle détermine comment ils se positionnent à côté du camion, comment ils se coordonnent entre eux et comment ils maintiennent le rythme sans perdre le contrôle, car au final, la technique et la présence humaine avancent ensemble et donnent forme à une routine que l'on voit rarement de l'extérieur. Comment se déroule réellement le travail quotidien au sein d'une équipe de collecte et quelles routines humaines soutiennent tout ce système technique? Derrière chaque arrêt commence une routine précise qui maintient le système en marche jour après jour. Car aussi sophistiqué que soit le camion et quelle que soit la force générée par les pistons hydrauliques, c'est la décision de l'opérateur qui détermine quand activer le mécanisme, comment gérer chaque charge et quoi faire face à tout imprévu. Ainsi, la collecte des déchets fonctionne comme un engrenage où technologie et savoir-faire se rencontrent à chaque étape. Dans cet engrenage, le conducteur ne se contente pas de déplacer le véhicule d'un point à un autre, mais supervise les systèmes, contrôle les cycles de compactage et s'assure que chaque activation ne se produise que lorsque l'environnement est sûr, tout en observant les miroirs, les signaux de l'accompagnant et la position des conteneurs pour anticiper toute situation. En même temps, l'opérateur, chargé de manipuler les conteneurs ou de superviser les systèmes automatisés, interagit directement avec l'environnement et vérifie qu'aucun piéton ne se trouve à proximité, que le conteneur soit correctement positionné et que la trémie puisse recevoir la charge sans risque. Avant de commencer la tournée, les deux effectuent une vérification préalable du camion. Ils contrôlent les niveaux d'huile et de fluide hydraulique, vérifient qu'il n'y a pas de fuite, examinent l'état des tuyaux, des feux et des capteurs et effectuent un test rapide du compacteur. Dans le cadre de cette inspection initiale, ils observent la trémie à la recherche d'objets coincés ou de déchets accumulés qui pourraient interférer avec le premier compactage de la journée. Cette inspection, qui ne dure que quelques minutes, fait la différence entre une journée fluide et un problème sérieux en pleine route. Une fois en marche, la coordination entre le conducteur et l'opérateur devient constante, car à chaque arrêt, l'opérateur descend du véhicule, évalue la situation et décide comment placer le conteneur dans l'élévateur avant de donner le signal au conducteur pour actionner le mécanisme. Dans les zones urbaines, où la circulation et les piétons sont imprévisibles, cette synchronisation est essentielle pour éviter les situations à risque, tandis que dans les zones résidentielles, la communication doit s'adapter aux espaces plus étroits et dans les zones industrielles aux conteneurs plus lourds et volumineux. Le mouvement de l'accompagnant fait également partie de cet engrenage. Il doit monter et descendre du camion en toute sécurité, choisir le bon côté en fonction du trafic et se placer toujours dans les zones marquées. Cela nécessite de l'expérience et une attention constante, surtout lorsque le rythme est élevé et que le camion effectue des dizaines de cycles par heure. Et pourtant, aucun parcours n'est complètement exempt d'imprévus. Conteneurs mal positionnés, déchets dépassants, objets dangereux ou charges trop lourdes peuvent compliquer un cycle apparemment routinier.
Et c'est là que le professionnalisme fait la différence. Si l'opérateur détecte quelque chose d'anormal, il arrête l'opération, corrige la position du conteneur ou demande au conducteur de désactiver le système, évitant que le problème ne s'aggrave. La machine ne peut pas interpréter l'environnement, mais l'équipe humaine le peut, car elle anticipe les problèmes, ajuste le rythme et décide quand il est nécessaire de s'arrêter. Le professionnalisme de l'équipe est la colonne vertébrale du processus. Le camion peut être une machine impressionnante, mais il a besoin de personnes capables d'interpréter son comportement, de lire l'environnement et d'agir rapidement. La sécurité, l'efficacité et la continuité du service dépendent de cette attention humaine qui guide chaque décision. Au final, toute la technologie du camion fonctionne grâce à ceux qui le manipulent chaque jour, combinant expérience, vigilance et un sens profond du métier. Vous pouvez maintenant voir avec une clarté totale ce qui se passe à l'intérieur d'un camion poubelle depuis l'instant où la charge tombe dans la trémie jusqu'au moment où l'équipe humaine effectue le dernier arrêt de la journée. Le parcours commence par l'entrée désordonnée des déchets et progresse vers la force constante qui les pousse vers l'intérieur, traversant le compactage, le déplacement dans la caisse et le travail silencieux de l'hydraulique qui soutient tout le système. Dans ce processus, la sécurité apparaît comme une partie inséparable de la conception et finit par révéler l'élément qui maintient réellement tout en marche. La coordination et l'expérience de l'équipe qui transforment cette machinerie en un engrenage vivant. Car un camion poubelle ne se contente pas de recevoir des déchets. Il les traite, les réorganise et les compacte pour exploiter chaque centimètre de l'espace disponible. Tout ce qui se passe à l'intérieur est conçu pour résister à des forces immenses, des cycles répétitifs et des matériaux imprévisibles, tandis que l'ingénierie qui intègre la trémie, les lames anti-retour, les pistons hydrauliques et la caisse renforcée répond à un besoin très précis: fonctionner sans pause et maintenir le rythme constant de la ville. Mais aussi impressionnante soit la technologie, elle ne fonctionne pas seule. La puissance du système hydraulique, la précision du compacteur et la résistance de la caisse intérieure dépendent du jugement, de l'expérience et de l'attention des personnes qui le manipulent. Chaque arrêt exige observation et chaque activation du mécanisme nécessite communication, tandis que le cycle de compactage dépend toujours d'une décision consciente. La machine apporte la force, mais c'est l'équipe qui fixe le rythme, maintient la sécurité et transforme un ensemble de systèmes mécaniques en un service essentiel. De l'extérieur, il ressemble à un véhicule de plus dans la rue, mais à l'intérieur, vous savez maintenant que derrière ce bruit métallique, ce mouvement répété et un processus qui semble routinier, il existe une ingénierie complexe qui travaille en silence, accompagnée de professionnels qui consacrent leur journée à manipuler, surveiller et s'assurer que tout continue de fonctionner avec la précision dont la ville a besoin. Si vous voulez continuer à découvrir comment fonctionnent les machines qui soutiennent notre vie quotidienne, vous pouvez vous abonner et nous accompagner dans les prochaines vidéos. Il y a beaucoup plus à explorer, des systèmes cachés aux mécanismes surprenants que l'on voit rarement de près.